Donc en tout cas, je suis ravie, moi, d'animer cette table ronde sur l'IA dans les médias avec vous deux. On en a pas mal parlé parce que les médias, ils sont en perpétuelle transformation depuis plus de 10 ans. Et l'IA vient encore les bousculer avec une nouvelle vague d'innovation. Quelque part, les questions qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que l'actualité demain sera traitée par une IA ? Est-ce que le métier de journaliste va disparaître ? Comment allons-nous nous assurer de la fiabilité de l'information ? Et pour mener ce débat, j'ai la chance de pouvoir accueillir Robin. Donc je vais te présenter. Tu es le CEO de Tellers, c'est comme ça qu'on le dit. Tu diriges une équipe d'ingénieurs qui développe une boîte à outils d'IA pour les journalistes, qui tire parti des dernières avancées en matière de traitement du langage naturel, de vision informatique et d'analyse des données. Ta mission est de fournir aux journalistes des outils d'IA qui peuvent les aider à produire des articles de haute qualité, exacts et engageants. Tu es au cœur du sujet. Et donc la deuxième personne, c'est Gérald. On est ravis de t'accueillir. Merci à tous les deux d'être venus de loin, parce que vous n'êtes pas nantais. Exactement. Voilà. Merci pour l'invitation. Gérald, toi, tu es journaliste expert IA générative et deepfake, consultant médias et innovation éditoriale. Donc forcément, avec ta casquette de journaliste, tu couvres les secteurs en plein développement des médias synthétiques, plus communément appelés médias générés par l'IA, soit par générative IA, soit par deepfake, et leur impact sur nos vies pour Cint, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, Cint. Une newsletter et un podcast qui ouvrent une fenêtre sur les mondes façonnés par l'IA et les médias synthétiques. Et par ailleurs, j'interviens dans un podcast nantais qui s'appelle Trench Tech, qui est très très bon, que je vous recommande. Ok, bah écoute, voilà, pour ceux qui sont là, vous n'avez plus qu'à regarder sur du coup, les plateformes de podcast. Je te propose de débuter par toi, Gérald. Je te propose qu'on commence par s'intéresser à la perception des journalistes. Comment perçoivent-ils l'intégration de l'IA dans leur travail ? Est-ce que ça leur fait peur ? Ou est-ce qu'ils le voient comme une vraie opportunité ? Alors, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle. S'il y en a, levez la main. Il y en a une qui lève timidement la main. Et une deuxième qui n'a pas levé la main et qui s'est fait désigner par sa copine. En gros, moi, ce que je perçois... Alors, juste pour vous expliquer d'où je parle, en fait, je fais pas mal de formations sur l'IA dans les rédactions. Ça fait depuis donc quasiment 1 an que je fais ça. Et je travaille avec beaucoup de grosses rédactions, donc France Télé, Radio France et d'autres. Et en gros, la perception... alors, il y a 2 types de perception. Il y a une perception plutôt au niveau des codires, de la direction, etc., où il y a évidemment un intérêt, puisque là, l'idée, c'est de ne pas passer à côté de quelque chose qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui semble assez important, avec un enjeu qui est de ne pas reproduire ni les débuts du web, où beaucoup ont loupé le truc en se disant que ça allait passer, que c'était une mode et que voilà, on allait pouvoir s'en passer, ni d'ailleurs aussi ce qu'ils ont fait avec les réseaux sociaux, où là encore, ils ont pensé que c'était une mode et que ça allait s'effacer petit à petit. Donc là, tout le monde est bien au taquet pour essayer de choper la balle au bon. Et puis, de l'autre côté, il y a la rédaction, qui ne sont pas des rédactions homogènes par rapport à la réception de l'outil. Il y en a qui sont très acculturés déjà naturellement parce que c'est leur truc, ils sont un peu geeks et geekettes sur les bords, et donc du coup en fait ça leur permet d'appréhender l'outil plus facilement. Ils ont déjà fait des tests, ils ont vu les limites, ils comprennent quels sont les contours, les périmètres dans lesquels on peut utiliser ça. Donc là on va dire que c'est un peu les porte-paroles en fait de l'outil, mais souvent il leur manque une brique éthique assez importante, avec une dimension sur la nature des technologies, quel type de biais ça transmet, etc. Les limites que ça doit avoir dans le traitement de l'information par rapport à sa gestion aussi de l'info, puis après toutes les questions de copyright, de données personnelles, enfin de toutes ces dimensions-là. Donc là, moi, les formations, elles aident à apporter ça. Puis après, il y a des publics plus réticents et qui se posent là des questions presque existentielles, qui est de l'ordre du remplacement. Donc, est-ce que je vais encore avoir un boulot d'ici quelques années, etc. Et effectivement, c'est vrai que on va pas se mentir, il y a des postes, des tâches qui vont disparaître, qui vont pas être forcément, qui vont être remplacés par l'IA d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas forcément celle où il y a une grosse valeur ajoutée de la part du journaliste. C'est-à-dire que c'est toutes les tâches un peu
on va dire redondantes, casse-pieds, qui pourraient être un peu, voilà, qu'on est obligé de faire dans l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui. Typiquement le bâtonnage, de la réécriture, ou même des articles relativement simples, factuels, etc. Mais donc ça, c'est probablement des tâches qui vont disparaître. La réécriture de lancement ou la réécriture de titres SEO compatibles, etc., etc. Ça, c'est jamais trop la tasse de thé des journalistes. En revanche, il peut y avoir du coup, du fait de cette forme de désinvestissement humain de ces tâches-là, une rebascule vers d'autres tâches plus intéressantes, de l'enquête, du récit, etc. Ça, c'est un peu le schéma idéal. Et après, c'est à moduler en fonction des entreprises et des dirigeants de ces médias qui vont exploiter ou pas ces opportunités pour en faire quelque chose on va dire, qui aille dans le sens qualitatif ou plutôt dans un sens quantitatif. Merci Gérald, hyper intéressant. Et Robin, toi, avec ta solution Tellers que vous proposez aux équipes journalistes, est-ce que tu constates la même chose que Gérald? Est-ce que tu as la même vision? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tes outils fonctionnent et quels problèmes ils viennent résoudre? Bien sûr. Donc, pour les journalistes, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une peur de l'IA. Il y a plus un changement et peut-être une réflexion sur comment le métier va évoluer. Effectivement, comme disait Gérald, il y a des tâches qui vont changer, notamment tout ce qui va être recherche d'archives, ce genre de choses. Par contre, le métier de journaliste, c'est un métier qui est vraiment protégé, même à l'époque de l'IA, parce que pour moi, et je pense en général, même si on arrive à avoir une IA qui est capable d'écrire un article, aussi bien qu'un humain, on aura toujours besoin de personnes sur le terrain qui vont aller chercher les informations, d'aller questionner, poser les bonnes questions, les questions qui font mal, et avoir et garantir en fait cette diversité d'informations et d'avoir plusieurs points de vue et pas avoir une unité centrale d'IA qui est super intelligente auquel on serait tous dépendants dans quelques années. Donc je pense que le rôle du journaliste ne va pas disparaître et au contraire il va évoluer. Il va évoluer et devenir presque de plus en plus important. Et nos outils, du coup. Et alors, du coup, voilà, tes outils. Explique-nous comment ça marche. Et du coup, comment. Enfin, j'ai cru comprendre que quand on a préparé la table ronde, que c'était en expérimentation chez plusieurs clients. Du coup, ça marche comment? C'est quoi la promesse que tu fais à tes clients? Et comment cet outil il est positionné par rapport à leur travail au quotidien? L'idée, c'est vraiment d'apporter des outils qui sont des satellites autour du métier de journaliste. On ne va pas essayer de faire de rédaction, par exemple. Même on ne touche pas au bâtonnage de dépêche. Je pense que c'est quelque chose qui va être traité peut-être par nous, peut-être par d'autres. Mais je pense que ça se fait très bien déjà avec ChatGPT. Donc nous, on a travaillé sur des outils qui avaient vraiment besoin de travail spécial, d'un travail dédié. Donc par exemple, la génération de montage vidéo automatique. Donc à partir d'un article, on peut créer un format vidéo qui va améliorer le référencement et la portée de l'article. Et on a aussi un outil d'aide au fact-checking qui permet en fait dans un texte qu'on lui donne, de trouver pour chaque phrase des sources dans une base de données et d'analyser si ces sources qu'on a trouvées permettent de valider ou non la phrase. Et donc tout est sourcé et en fait c'est le journaliste qui reste garant et qui fait le travail en fait de journalisme, mais avec une aide et des informations qui lui seront apportées plus facilement. La vision, ce que tu m'expliquais aussi en préparant cette table ronde, c'est que ça permettait aussi de remettre un petit peu à jour les archives ou de remettre des résumés pour un petit peu, quelque part, apporter du nouveau sur ce qui existe déjà, ce qui est déjà ancien chez les médias. Exactement. La valorisation d'archives, c'est vraiment au cœur des... on a du coup ces trois différents outils. Et en fait, ça revient toujours à aller prendre des archives de la donnée qui est présente dans un média ou même la base de données d'un journaliste indépendant et d'en faire autre chose avec ça. Et donc, du coup, d'avoir un mini chat GPT dédié aux journalistes par personne, par média, qui valorise vraiment toutes ces archives et tout ce qui a déjà été créé auparavant. Ok, merci beaucoup. On va parler un petit peu des défis éthiques posés par l'utilisation de l'IA par les journalistes. Comment on peut garantir la transparence des algorithmes utilisés et quelles responsabilités finalement les journalistes ont-ils en matière d'informations générées par l'IA? Gérald, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors sur la question des algorithmes, déjà en fait c'est plutôt la question des outils.
Et c'est vrai que pour le moment, on focalise beaucoup, alors mis à part les outils qui sont développés en France par Robin, par d'autres, on focalise quand même beaucoup sur les outils qui sont développés par OpenAI et Google. Et ça, effectivement, on ne peut pas dire qu'au niveau transparence, ce soit la panacée, puisque enfin, on va de découverte en découverte, mais c'est pas vraiment des découvertes. On sait que la quasi-totalité des corpus d'entraînement pour ChatGPT ou pour Gemini ont été aspirés du web sans consentement aucun. Il y a un certain nombre comment dirais-je, de poursuites qui sont engagées, notamment par le New York Times, mais d'autres créateurs. Donc là, on va se dire que globalement, sur l'ensemble des données qui ont été utilisées par OpenAI ou Google et d'autres acteurs pour fabriquer leurs algorithmes, il y a clairement déjà un problème de copyright. Et donc ça, c'est évidemment déjà un sujet. Donc quand on intègre ces outils-là au sein des rédactions, déjà, il y a le dilemme de savoir si on va utiliser un outil qui est fabriqué sur le dos des autres et de soi-même, parce que en général, on fait partie des victimes en fait consentantes, enfin non consentantes. Et donc du coup, voilà, déjà il y a ce truc-là. Est-ce qu'on accepte d'utiliser cet outil-là ou pas? Après, sur la partie éthique, on va même peut aller plus loin, parce qu'il y a toute la question des biais, évidemment, qui sont générés par ces outils-là. Il y en a un certain nombre. Donc il faut être très attentif à ce genre de sujet. Alors c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas spécialement impactés par ça, dans le marketing, etc. Il faut faire attention, mais c'est pas non plus... Enfin, faut faire attention aux propos misogynes, racistes, etc. Mais ça, c'est du classique. Mais là, en plus, il y a un travers des LLM qui est de générer de l'information fausse, quoi. Enfin, les deepfakes, quoi. Alors, les deepfakes, c'est autre chose. Mais c'est vraiment d'halluciner, par exemple, dans le cas de GPT-4, c'est ce qu'on appelle l'hallucination, mais en fait, c'est un bug dans la matrice. Le modèle essaye de générer une réponse en donnant le maximum, en donnant une forme de moyenne des réponses probables. Et donc, évidemment, là-dedans, il va créer quelque chose qui est de l'ordre du probable et du réaliste. La plupart du temps, il tombe juste, mais des fois, il tombe faux. Et pour un journaliste, c'est compliqué, en fait, de détecter, quand il n'est pas lui-même expert d'un domaine, de détecter si ce que le LLM va donner comme réponse est juste ou pas. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention, il faut revérifier à nouveau, alors peut-être avec des outils de fact-checking, mais en tout cas, il faut vérifier l'information qui est produite par le LLM pour être tranquille. Puis après, il y a la question des deepfakes, etc., qui est une question un peu dont on fait aussi beaucoup les gros titres et qui peut inquiéter, mais qui, en termes de volume, n'est pas forcément la grosse part des productions de deepfake, parce que c'est plutôt le porno, en fait, qui est majoritairement en fait produit par ce type de techno. Et là, pour le coup, oui, effectivement, il peut y avoir, sur certains points ponctuels, il peut y avoir des sujets. Il y a eu une élection qui a été modifiée en Slovaquie, en partie à cause de ça. Il y a eu évidemment le deepfake de Zelensky aussi qui est apparu. Il y a un certain nombre de deepfake voix qui sont venus cibler différents acteurs politiques ou de la vie publique. Donc, bon, voilà, il faut faire attention, mais globalement, je pense que les journalistes sont assez vigilants sur ce point-là, pour le coup. On a parlé de deux choses aussi quand on a préparé cette table ronde. Le premier qui est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi pour les journalistes d'utiliser OpenAI, par exemple? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elles aillent plus loin en installant leur propre IA, plutôt basée sur des LLM open source, plutôt que de faire trop confiance à OpenAI ou à des IA un petit peu de ce type? Et le deuxième aussi sujet qu'on a posé, c'est est-ce que le métier de journalisme, il ne va pas être meilleur finalement avec l'IA, parce qu'il va plus revenir sur de l'investigation, il va plus remettre au cœur du coup le fait qu'il doit chercher, qu'il doit approfondir son sujet, et que l'IA prenne le relais sur l'écriture. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a beaucoup de tâches très répétitives. Le meilleur exemple, c'est le bâtonnage de dépêches, qui a rarement été très enrichissant intellectuellement. Et donc, du coup, je pense que ça va permettre effectivement d'aller retravailler l'investigation et de redonner de la valeur sur le cœur du journalisme. Donc oui, je pense que le métier de journaliste va évoluer positivement et garder toute sa valeur face aux IA. Oui, en fait, c'est une question d'approche en fait, en fonction des rédactions. Il y a des rédactions qui vont
voir l'arrivée de cette technologie-là, évidemment pour couper dans les coûts de fonctionnement. Donc là, pour le coup, évidemment, ils vont se précipiter. Alors, il y a Axel Springer qui a déjà fait un peu ça. Il y a CNET, il y en a un certain nombre de rédactions qui essayent de tenter des réductions d'effectifs par ce biais-là. Bon, bah, ça, c'est un des effets négatifs et déplorables de cette affaire, de cette émergence de technologie. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même il y a une possibilité de remettre en question le fonctionnement d'une rédaction et de regarder, d'analyser concrètement qu'est-ce que cette technologie peut apporter et qu'est-ce qu'ensuite on peut imaginer comme utilisation positive de l'IA en dialogue avec la rédaction pour essayer justement de remettre les gens, de les concentrer sur la valeur ajoutée du journalisme, qui est donc pas du tout l'écriture d'un texte, mais la vérification, enfin la collecte et la vérification de l'information. Donc on pourrait presque se dire qu'à l'heure où finalement avec les réseaux sociaux on a quand même beaucoup de contenus petits, très multimédia et parfois pas très fouillés, peut-être que ça va s'inverser. Bah, ça ne s'inversera pas, en tout cas pas parce que la technologie existe, mais si les journalistes prennent conscience qu'en réalité il y a là une opportunité pour pouvoir faire ça, et que collectivement ils aillent chercher ça, oui, clairement. Je pense qu'effectivement, en fait, si le journaliste abandonne un peu le côté, et je sais que je vais faire hurler, mais c'est pas grave, ce côté-là un peu j'écris, c'est ma fierté, parce que souvent on voit les articles, c'est rédigé par, ou c'est article 2, etc. Mais c'est pas ça en fait le rôle du journaliste, c'est vraiment de vérifier l'information et de la faire émerger, quoi. Et donc si on fait basculer le centre de gravité plutôt vers cette valeur-là ajoutée, bah, ça permet en fait déjà aux journalistes de ne plus être remplacés parce que, comme le disait Robin, en fait il n'y a personne d'autre, c'est pas l'IA qui va téléphoner aux gens, elle va pas tisser de contact avec les interlocuteurs, elle va pas aller sur le terrain enquêter, elle va pas se frotter au CRS, etc., prendre du gaz lacrymo. Donc ça, c'est des trucs que l'IA fera jamais. Et c'est là où, en fait, le journaliste a une valeur ajoutée très forte. Travailler son terrain, discuter avec les gens. Et après, peu importe qui produit le contenu, du moment que c'est supervisé par un super secrétaire de rédaction qui travaille en collaboration avec le journaliste, etc. Donc vous voyez, on peut réinventer pas mal de choses, mais il faut juste envisager ça sereinement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec le fait d'aller de retrouver ce cœur de l'investigation, d'aller parler avec l'IA, on ne pourra jamais faire ça. Je pense que dans certains cas, la rédaction et les journalistes qui sont capables d'écrire, ça restera fondamental parce que en fait, écrire, c'est le meilleur moyen de donner toutes les instructions à l'IA, de le faire soi-même. Parce que si on veut aller dans la subtilité de chaque phrase, de la manière de l'angle qu'on veut faire passer, de ce qu'on veut dire précisément, en fait, il y a plein de cas, et surtout les cas du coup d'enquête plus longue où la rédaction restera fondamentale. Donc je pense que, ouais. Oui, clairement, le portrait, le récit, le reportage, là, pour le coup, il y a besoin d'avoir cette transmission humaine directe. Mais pour toutes les tâches dont tu parlais, qui sont un peu subalternes, ça, on peut vite fait dégager le truc, quoi. Et à contrario, on a aussi parlé, et c'est ce que je disais en introduction de cette conférence, sur le fait que les médias se cherchent sur leur business model. C'est un secteur qui est énormément aidé. Et aussi, finalement, l'arrivée de l'IA va pouvoir peut-être générer des médias uniquement automatiques qui vont concurrencer potentiellement ces acteurs de presse. C'est quoi les risques que vous voyez là-dessus ? Comment vont devoir se réinventer nos très chers médias ? Je pense que la clé là-dessus, c'est que ces médias-là, ils ont pour moi très peu de chances d'exister ou de perdurer parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée de juste aller prendre de l'information et de la reformuler. Surtout s'il n'y a pas de supervision humaine. Peut-être que certains existeront parce qu'ils vont du coup traiter que sur un sujet avec quelqu'un qui vérifiera. Je pense que ce sera un peu à la marge. Et par contre, à contrario, les médias et les journalistes, en fait, ils vont défendre une marque ou leur image personnelle qui va garantir tout leur historique, la fiabilité de ce qu'ils ont dit auparavant. Et c'est là-dessus que les lecteurs devront se baser de plus en plus sur l'authenticité et la source à qui on fait confiance ou non. Alors moi, je suis un poil moins optimiste en revanche, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a quelques semaines, il y a eu un peu une révolution dans le monde des moteurs de recherche. Donc Google qui a annoncé son AI Overviews et qui est en gros une forme de résumé des
des résultats de recherche qu'on peut avoir qui vont s'afficher en tête de page de résultats. Puis on a aussi le moteur Arc qui propose des résumés. Là, je sais plus qu'on est le 6, le 10, il y a Apple qui va présenter son nouvel iOS 18 avec très probablement une fonctionnalité identique dans Safari, sur mobile et sur desktop. Donc en fait, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'occasions pour mettre en scène un type de contenu qui va être résumé, qui va être le résumé d'une information, mais extrait de différents sites. D'accord ? Donc ça, déjà, ça va casser un peu le modèle de la presse, parce qu'en gros, l'idée, c'est que les gens vont se contenter tout simplement de lire le résumé, qui pourrait leur en vouloir, et puis ils cliqueront pas tout simplement pour aller sur l'Express, sur Libé, Le Monde, Ouest France, je ne sais quelle publication, et encore moins sur Cint ou sur Reporter ou sur Arrêt sur Image ou ailleurs. Donc ça, c'est déjà un gros sujet en termes de business model, parce que c'est du trafic qui vient de la part des moteurs de recherche, que quand même les médias qui sont financés en partie par la pub arrivent à tenir leur modèle économique. Et puis par ailleurs, c'est aussi ce qui fait leur renommée, c'est-à-dire qu'on va tomber de façon aléatoire sur tel ou tel papier, et puis on va dire, ah bah tiens, c'est pas mal, et puis donc du coup, ça va faire de la découvrabilité. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que en fait, les contenus générés par IA, il va y en avoir. Il y a à peu près 800 sites qui sont recensés par l'entreprise NewsGuard, qui fait un peu une forme de sondage là-dessus. C'est des sites automatiques. Et donc il y a deux solutions là. Soit en fait on va avoir une espèce de classification verticale en fait de la qualité de l'information. Donc ceux qui vont pas payer, les gens qui n'auront pas les moyens de payer une information, on va dire, de qualité, en fait se retrouveront avec du contenu plus ou moins automatisé, donc avec un peu de journalistes ou complètement pas du tout de journalistes. Ceux qui auront les moyens de se payer un abonnement, eux par contre continueront d'accéder au monde, etc., qui vont évidemment renforcer leur stratégie là-dessus, parce qu'ils ont besoin de revenus pour faire vivre leur rédaction. Donc un truc un peu à deux vitesses, et ça peut être compliqué aussi pour le public et pour les idées qui circulent. Socialement, ça veut dire que du coup, seules les personnes qui ont les moyens de se payer un abonnement pourront avoir accès à des articles de qualité. C'est un peu le risque. Alors on aime tous les deux le journalisme, et donc du coup on a envie de pousser les journalistes, mais c'est vrai que c'est aussi un peu la problématique. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a aussi dans des positions où on va pouvoir aussi faire évoluer dans un sens ou dans l'autre les choses, un peu bouger l'aiguille en tout cas. Donc je pense que c'est important d'en parler, de rester un peu optimiste, essayer de pousser le journalisme aussi maintenant, parce qu'on est aussi à une période un peu charnière. Ouais. Et si on part sur un autre sujet qui est les typologies de contenu générés par l'IA, on en a pas mal parlé, Robin, justement sur ta solution aussi, et sur le fait, et aussi Gérald sur les médias que tu accompagnes, sur le fait que finalement l'IA était peut-être plus pertinente pour du coup les médias plus nationaux ou en plus d'images que pour la PQR. Je pense que la vidéo est importante. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais quelque chose qui est principalement et qui va être principalement utilisé, je pense que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est le changement de format, donc de partir d'un article vers une vidéo, ou d'un article vers un article plus court, ou d'un article vers ou même d'une vidéo, c'est une vidéo TikTok, d'en faire un résumé. Et du coup, je pense que cette conversion de format, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présente. Et en fait, ça n'enlève pas le travail journalistique derrière, parce qu'on fait juste des résumés ou des changements de format. Et même souvent, on garde même l'angle et beaucoup des subtilités qu'il y a derrière. Donc je pense que la vidéo est fondamentale là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous, on le voit bien avec Tailors, là où il y a le plus de demandes, c'est sur le module de génération de vidéos automatique, parce que c'est vraiment quelque chose qui est annexe un peu au travail de journaliste, d'écriture, et qui va permettre d'augmenter la visibilité et de rendre ça accessible à des plus petits médias ou des journalistes indépendants qui n'ont pas d'équipe vidéo dédiée ou forcément les compétences. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a cette classification un peu au niveau national et local. En fait, l'avantage du local, c'est qu'on est toujours un peu sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut être... on va faire le compte-rendu du conseil municipal, on va aller voir tel homme politique. Enfin, il y a des manifestations localement. Enfin, il y a une vie qui est extrêmement riche et qui est pas de la même nature que... Il y a une forme de local au niveau national, c'est-à-dire que quand on va couvrir l'Assemblée nationale, etc., évidemment qu'on envoie du monde, mais c'est moins ancré dans la vie des agences que les agences locales peuvent vivre.
Donc là, pour le coup, effectivement, le national est toujours un peu plus... et puis il y a plus de desk, un travail plus alors le desk, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment les journalistes qui sont à la rédaction, qui ne bougent pas et qui font justement ce travail de réécriture ou d'écriture d'articles, mais sans aller vraiment particulièrement sur le terrain. Et donc là, effectivement, au national, on est plus dans cette dimension-là. Donc il y a évidemment des outils qui peuvent être utilisés à ce niveau-là pour faciliter. Je pense qu'effectivement, la vidéo, elle est pour le coup, la vidéo, le son, la voix aussi, c'est certainement plus intéressant aussi parce que ça n'a pas d'impact sur la ligne éditoriale. On peut écrire un papier et puis le transformer en voix et en vidéo synthétique. Effectivement, on va donner une image et un son à ce papier, mais c'est toujours un journaliste qui sera derrière et qui aura écrit le papier. Donc, et l'incarnation, ça sera probablement sa propre incarnation, c'est-à-dire qu'on aura fait une vidéo de ce même journaliste avec sa propre voix, et c'est juste qu'on va enrichir le contenu sans forcément en fait déployer des moyens énormes. C'est ce que fait un Thomas Huchon par exemple avec son site, avec son compte Instagram anti-fake news. C'est ce que j'essaye de développer aussi avec Cint et que d'autres médias vont développer au fur et à mesure. Bon, c'est très intéressant parce que du coup on a une vision un peu large des choses, donc on a pas mal parlé de la transparence, de la typologie des contenus, des outils et de la vision de comment peut évoluer le métier de journaliste. Pour terminer, j'ai une dernière question sur la propriété, puis après je pense qu'on pourra prendre quelques questions de la salle, puisque du coup nous sommes sur la dernière partie. Comment les entreprises de médias et les journalistes doivent-ils gérer et peuvent-ils gérer les questions de propriété de sources et se prémunir des dérives telles que les deepfakes, le plagiat et autres? Alors, d'un point de vue image, j'ai vu passer un post LinkedIn auquel j'ai réagi et que je trouvais ça assez intéressant. Il y a donc, alors comment c'est, Carla ou Cara? En fait, il y a Instagram Meta, qui est donc propriétaire d'Instagram, a décidé d'utiliser tous les contenus qu'il y avait sur la plateforme pour pouvoir entraîner son modèle de génération d'images. Et donc du coup, il y a tout un tas d'artistes qui disent certainement pas. En fait, on n'a pas publié nos photos et nos images sur Instagram pour se voir piller de facto. Donc en fait, tout le monde beaucoup sont en train de migrer vers cette application Cara ou Carla, je sais plus. C'est un peu un truc comme ça. Et en fait, l'argument commercial de cette application, c'est de dire no AI. Et il prévoit même d'injecter des algorithmes d'empoisonnement pour ensuite pour contrer l'entraînement, en fait, l'utilisation de ces images dans l'entraînement des IA. Donc il y a des moyens de ce type-là pour les photographes, les illustrateurs, etc. C'est pas neuf avec cette application-là, ça existe depuis un petit moment. Pour le texte, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. Quand on est journaliste, on dépend d'une rédaction, on dépend d'un groupe de presse. Et bien évidemment, on a un contrat qui en fait, nous enjoint à suivre les directives de ce groupe-là ou de ce média. Et donc, du coup, là, c'est des négociations en interne, des rapports de force, etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Mais globalement, il y a moins de protection. Il y a quand même cette question-là au niveau européen des droits voisins. Google s'est assis dessus tranquillement. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est les droits voisins? Alors oui, les droits voisins, en fait, c'est un système ça a été négocié avec notamment Google pour rémunérer les journalistes sur l'utilisation de leur contenu quand en fait les résultats remontaient dans les moteurs de recherche. En gros, on disait, en fait, Google utilise ces contenus-là pour alimenter son moteur de recherche. Et donc l'idée, c'était de dire, en fait, du coup, les journalistes ont le droit d'être rémunérés pour le contenu qu'ils apportent, parce que sinon, en fait, les gens n'iraient pas forcément sur le moteur de recherche ou n'utiliseraient pas à ce point-là pour pouvoir faire remonter les contenus. Donc du coup, en fait, il y a eu toute une série de négociations qui ont visé, en fait, à ce que Google, en fait, reverse une partie des revenus qu'il génère aux journalistes pour les rémunérer simplement de leurs droits d'auteur. Donc c'est un droit, c'est vraiment comme un droit d'auteur, mais c'est ce qu'on appelle des droits voisins, parce que c'est les voisins des droits d'auteur. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces droits-là, Google ponctionne avec Gemini un certain nombre de choses et va certainement faire passer cet usage-là également sur
sur les droits voisins. Donc là aussi, il va falloir renégocier ensuite le périmètre de ces droits voisins pour inclure l'IA à l'intérieur. Et je crois que c'est déjà en fait le cas. Ils sont déjà en train d'essayer de renégocier les choses. Hyper intéressant. Est-ce que tu veux compléter avant qu'on passe aux questions? Ouais, du coup, par rapport... on en avait parlé un peu par rapport au deepfake. Il y a quelque chose, en ce moment, il y a beaucoup de médias qui essayent de labelliser tout ce qui va être généré par IA et de forcer un peu ça. Il y a un peu des consortiums qui se créent autour de ça. Je pense que c'est un peu peine perdue, parce qu'en fait, les personnes à qui on veut vraiment mettre un label IA, c'est sûrement des personnes mal intentionnées ou moins rigoureuses, et du coup, il y a peu de chances qu'elles le mettent en place, alors qu'en fait, les personnes qui ont un vrai intérêt à mettre un label, c'est plutôt les personnes qui ont un label d'authenticité, donc le journaliste qui va pouvoir garantir la source de sa photo ou de son article, de ses sources primaires. Et je pense qu'on devrait vraiment se concentrer sur mettre en valeur ces sources, donc le nom des journalistes avec une identification forte, donc vraiment être lié à son identité, pareil pour le média. Et je pense que essayer de détecter, ou même détecter, il y a des algorithmes pour détecter les deepfakes, c'est quelque chose qui est vraiment voué à l'échec, parce que les algorithmes vont s'améliorer, et on sera toujours une étape en retard pour détecter des images générées par IA. Juste pour compléter, il y a le Content Authenticity Initiative en fait, qui existe, et qui est une initiative américaine qui réunit en fait Adobe, OpenAI, enfin tout un tas d'acteurs, Microsoft, etc., et qui visent justement en fait à créer, ils ont créé un label tout simplement, et donc qui permet en fait de justement valoriser l'authenticité des contenus. Mais là encore, c'est pareil, ça alimente un contenu à deux vitesses, c'est-à-dire que les contenus qui sont produits avec les matériels, donc Canon, Nikon, Fuji, enfin tous les fabricants d'appareils photo, eux seront labellisés forcément par les professionnels, ça va rentrer dans un circuit professionnel, donc ça assainit encore plus le circuit d'alimentation professionnelle, mais pour ce qui est des autres, en fait, non, puisqu'ils ne seront pas soumis au truc, quoi.